Et votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Elie Cohen. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Directeur de recherche au CNRS. Il y a eu ce succès de cette journée de mobilisation qui ne semble pas faire dévier du tout le gouvernement de sa trajectoire. Président Macron qui ne recevra pas les syndicats à leur demande, c'est plutôt le rôle du ministre du Travail, nous a dit la Première ministre. Nouvelle journée de manifestation interprofessionnelle prévue donc pour samedi. Rien ne semble pouvoir faire plier ou reculer le gouvernement. Je dirais pour le président, c'est vraiment, cette réforme, c'est la mère de toutes les batailles. Comment peut-on imaginer un seul instant qu'il puisse reculer? C'est la grande réforme de son quinquennat, il l'a annoncé longtemps à l'avance. Elle intervient après l'échec d'une tentative précédente. Donc vraiment, s'il devait échouer une deuxième fois... Sur un projet moins ambitieux sur un projet beaucoup moins ambitieux, ça irait vraiment mal, et c'est d'autant que tous ses prédécesseurs ont réussi à faire des réformes paramétriques. Donc s'il était le seul à échouer... Même Hollande à sa façon. Même Hollande à sa façon, avec la réforme Touraine, exactement. Donc franchement, s'il renonçait, ce serait pour lui un échec politique majeur. En plus, je veux dire, il y est un peu contraint, compte tenu des engagements qu'il a pris. Enfin, il n'a échappé à la vue de personne, que la situation des finances publiques françaises s'était beaucoup dégradée, que les taux étaient en train de remonter et qu'il ne pouvait pas se payer le luxe de dire qu'il... C'est la thèse d'Alain Minc de dire que finalement cette réforme est faite pour les marchés financiers. Non, elle n'est pas faite pour les marchés financiers. Non, je suis en total désaccord. Reprenons depuis le début. Oui. Le point de départ de tout ça, c'est le déséquilibre démographique. Oui. Ouais. Chacun sait que ce n'est pas la même chose d'avoir 4 cotisants pour un retraité ou comme actuellement 1,7 cotisants pour un retraité et d'avoir 1,5 ou 1,4 cotisants pour un retraité. Donc la loi démographique, elle est absolument imparable. Mais le gros du vieillissement est derrière nous, disent certains. Oui, mais enfin, il n'est pas fini, puisque les différents scénarios qui ont été faits par le corps montrent qu'il y a un déséquilibre et un déficit dans les 10 années qui viennent. Oui. Donc il faut bien trouver un moyen pour combler ce déficit. D'ailleurs, ce qui me frappe, c'est que même Berger dit « oui, il y a un déséquilibre démographique ». Oui. Il l'a avoué sur ce plateau. Voilà. Oui, il faut trouver des solutions. Et moi, j'ai débattu aussi souvent avec des dirigeants syndicaux. Ils disent « oui, il y a un déséquilibre et il faut le financer ». Simplement, c'est comment on le finance. Alors, du côté de certains syndicats, ils disent on n'a qu'à augmenter les impôts sur les plus riches, oui. Ou on n'a qu'à augmenter les cotisations, mais patronales, oui. Et de manière mineure, les cotisations salariales. La CSG sur le patrimoine, par exemple. Voilà, ou la CSG sur le patrimoine, ou on n'a qu'à supprimer certaines aides apportées aux entreprises qu'on estime indues. Et pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Mais pour une raison très très simple, prenons chacun des arguments un après l'autre. Allez. Pourquoi on n'augmente pas les cotisations patronales sur les retraites ? Parce qu'elles sont déjà assez... Parce qu'il ne vous a pas échappé que le coût du travail est élevé en France et que si on augmentait, nous, encore davantage ce coût du travail, ça se ferait au désavantage de la compétitivité française, notamment par rapport aux pays européens. Puis, qu'est-ce qui justifierait qu'on augmente le coût des retraites en France alors que nous sommes déjà à un niveau... Le coût du travail, oui. À travers l'augmentation du coût des retraites. Alors que déjà... on est les moins-disants en matière de date de départ à la retraite, si on compare à l'Allemagne, à l'Espagne, à l'Italie, etc. Qu'est-ce qui justifierait que l'argent mette de l'argent public, que l'État mette de l'argent public sur le comblement des déficits des retraites, alors qu'on a déjà un déficit de 30 milliards, qui est un déficit dont personne ne parle, qui est le déficit des régimes publics. Oui. Pourquoi faudrait-il en rajouter une couche ? Et puis vraiment, dans ce pays, il n'y a pas d'autres dépenses à faire pour l'avenir que de mettre de l'argent public dans les retraites. Donc les cotisations patronales à augmenter ? Non, pas d'augmentation. La CSG sur le patrimoine, on demande un peu plus à ceux qui ont un peu plus, qui ont du patrimoine, et ben on demande un petit peu de participer, non ? Pourquoi pas ? Non, mais attendez, il ne vous a pas échappé que même après toutes les réformes qui ont été faites, la taxation du capital en France, que ce soit sur les revenus du capital, sur la détention du capital ou sur la transmission du capital, reste la plus élevée parmi les pays européens. Vous voulez rajouter une couche dans la taxation ? Moi je veux rien, moi je reprends les arguments des gens. Vous voulez rajouter une couche dans la taxation du capital ? Bon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur les aides aux entreprises ? Les conditionner, les revoir, les optimiser. 150 milliards d'euros par an. Les aides aux entreprises. Vous qui êtes un spécialiste de tout ça, vous savez pourquoi on invente chaque fois des aides aux entreprises ? Pourquoi on supprime des cotisations sociales sur les bas salaires ? Pourquoi on révise à la hausse cette baisse de 1 SMIC à 1 SMIC et demi, etc.
Le problème, c'est que nous avons mis en place un système qui favorise le travail non qualifié et qui pénalise fortement le travail qualifié. Et après, on s'étonne que ce pays se désindustrialise, on s'étonne que ce pays perde chaque jour en compétitivité. Donc, le courage de notre président actuel, ça a été de dire « stop, ça suffit ». Maintenant, il faut travailler plus, il faut alléger les syndicats qui sont venus sur ce plateau m'ont dit mais on augmente le taux d'emploi des jeunes, des seniors. Pourquoi on ne cherche pas à augmenter le taux d'emploi de ceux qui sont entre 15 et 29 ans, entre 55 et 65 ans, qui travaillent moins? Comment vous augmentez la participation des jeunes au travail? Figurez-vous que le gouvernement a trouvé qu'il fallait justement des aides pour l'apprentissage, des aides pour l'insertion sur le marché du travail, etc. Donc vous voyez, vous bouclez la boucle. Pour améliorer le taux de participation, donc il faut créer des... Donc il n'y a pas de plan B pour financer ces 13 milliards d'euros horizon. Alors non, ce que j'ai découvert, si vous voulez, à la suite de ce débat, c'est que les Français et également les syndicats tiennent beaucoup à la liberté de contracter. Et j'ai entendu quand même sur des plateaux, beaucoup de syndicalistes disent oui, on est prêt à envisager de cotiser plus pour travailler moins. C'est-à-dire l'idée que... ce qui était sacro-saint, c'était le pouvoir d'achat salarial. Eh bien non, apparemment, dans le confort de vie, dans la façon qu'ont les Français d'envisager leur futur, le temps de travail est une des composantes, le temps libre est une autre composante, le salaire est une autre composante. Donc finalement... accepter une hausse des cotisations sociales salariales. Absolument. Donc au détriment du pouvoir d'achat tous les mois. Voilà. Et puis deuxièmement, il y a une expression qui se manifeste de plus en plus, pouvoir choisir l'âge du départ. Ce jeu dans lequel on enserre les gens avec d'un côté le recul de la borne d'âge et l'allongement de la durée de cotisation pour avoir une retraite à taux plein, non, les Français nous disent non, nous on est prêts à accepter éventuellement une moindre retraite en partant plus tôt. Donc si vous voulez, les esprits sont en train d'évoluer et je me demande si le moment n'est pas venu de faire un grand saut, de dire voilà, l'objectif c'est que le régime de retraite par répartition soit en équilibre. Et à l'intérieur de cet équilibre, eh bien, les partenaires sociaux peuvent négocier tous les paramètres. Les gens peuvent partir plus tôt, ils peuvent accepter une retraite moindre que la retraite à taux plein. Finalement, ce qu'on constate à l'occasion des grèves actuelles, c'est qu'on est dans une régression par rapport à ce qu'avait été la réforme précédente, qui justement permettait ces souplesses possibles à travers le régime universel et la possibilité de partir plus tôt à la retraite en ayant une moindre retraite. Bon, ça se finit comment? On est dans un scénario à la 2010. À savoir des manifestations, mais in fine un vote, a priori le 16 mars à l'Assemblée, et une application, encore une fois, de la réforme, malgré la contestation qui se poursuivra d'ailleurs ou pas. Je crois que la retraite va passer, parce que comme on l'a dit au début de notre conversation, politiquement, pour Emmanuel Macron, il est impossible d'envisager d'abandonner purement et simplement cette réforme. C'est comme si vous lui disiez, ton quinquennat est fini, et comme le précédent n'a pas été non plus formidablement successful, on dira que le règne de Macron aura été une petite parenthèse pendant laquelle il aura géré les affaires courantes. Ouais. C'est ça tout l'enjeu, si vous voulez, c'est qu'il ne peut pas se payer le luxe de rater cette réforme-là. Ouais, même si la réforme est votée, notamment en 49.3, certains syndicats veulent continuer à en découdre. Oui, et puis finalement, le mouvement finira par s'épuiser. C'est le pari qui est fait. Le pari qui est fait, c'est que ça passera au Parlement et qu'après, malgré tout... Ça passera au Parlement avec les voix de droite ou en 49.3, ce qui n'est pas la même chose. Non, mais je ne suis pas d'accord avec cette distinction. C'est celle que fait Laurent Berger. Oui, mais il a tort. Et il me surprend, parce que j'ai connu une autre CFDT. J'ai connu une CFDT qui était anticipatrice, j'ai connu une CFDT qui s'occupait de problèmes sociétaux, j'ai connu, et d'ailleurs que j'ai été un compagnon de route de cette CFDT-là, et je ne reconnais pas la CFDT actuelle qui est en train de remettre en cause la Constitution. Je veux dire, il n'écrit nulle part qu'une loi a une moindre dignité quand elle était votée par le 49.3 ou qu'elle est votée par le Parlement dans son fonctionnement habituel. Michel Rocard, qui ne passe pas pour un dictateur, avait utilisé près de 10 fois, je crois, le 49.3. Le 49.3 est utilisé pour une raison simple. Il dit aux parlementaires, si vous n'êtes pas d'accord avec cette mesure, prenez la responsabilité de mettre à bas ce gouvernement, c'est-à-dire de voter une motion de censure et de redonner la main au pouvoir politique, soit pour des élections anticipées, soit pour la formation d'un nouveau gouvernement. Qui ne passe pas parce qu'il n'y a pas l'unanimité, il n'y a pas la majorité, pour la faire passer. Le 49.3 est la conséquence, et ça a été prévu comme tel
par les constituants d'une situation où il n'y a pas de majorité qui marche au canon. Ouais. Et donc, que le patron de la CFDT vienne à faire ces distinguos me déçoit beaucoup de sa part. Bon, après, Jacques Attali, qui n'est pas un anti-macronien de la première heure, dit qu'en gros, dans une tribune que j'invite à lire sur les Échos, que ce n'est pas la priorité absolue. Il faut la faire, mais que ce n'est pas la priorité, cette réforme des retraites. Est-ce que vraiment il y avait urgence à mettre tout ce monde dans la rue et les blocages ? Je ne comprends pas bien Jacques Attali. La priorité, c'est quand même le gouvernement élu qui la fixe et qui l'a fait voter par le Parlement dans le cadre de la loi de la déclaration de politique générale. Mais pourquoi Jacques Attali serait meilleur juge des priorités de l'action gouvernementale que le président de la République, que le Premier ministre et que tous les ministres qui sont en exercice actuellement ? Pour vous, c'est une priorité pour vous ? J'avoue que je ne comprends pas. Mais non, la question ne se pose pas là. La question ne se pose pas comme ça. Est-ce qu'il y a un problème à terme d'équilibre des régimes de retraite ? La réponse est oui. Il y a une unanimité pour dire oui. Bien. Est-ce qu'il faut s'y prendre à l'avance ? Ça peut se discuter. Est-ce que la borne d'âge est la bonne mesure ? Ou est-ce qu'on n'aurait pas pu utiliser la réforme Touraine en l'accélérant, en acceptant même de passer de 43 à 44 ans ? Ça se discute. Et ce n'est pas à moi d'en décider, ni à Jacques Attali, si vous voulez. Le vrai problème est le suivant. Devant nous, nous avons des priorités de dépenses publiques très importantes. La transition énergétique, la réforme de l'école, la réforme du système de santé. Nous avons besoin de beaucoup de moyens, nous avons besoin d'investir des sommes considérables. Et donc il faut faire des économies sur les retraites ? Non, pas du tout. La situation des finances publiques n'est pas brillante. Nous sommes déjà aux limites des déficits et de l'endettement. Est-ce que la priorité, voilà, la bonne question est là, est-ce que la priorité, c'est de mettre en place des moyens financiers supplémentaires pour gérer la transition des systèmes de retraite, ou est-ce qu'on fait appel aux Français en leur demandant de travailler plus pour équilibrer le système des retraites ? Ils ne veulent pas 70% travailler plus. Eh ben, dans ce cas, s'ils ne veulent pas travailler plus... C'est clair, les sondages sont clairs. D'accord. Dans ce cas, il faut qu'ils acceptent une augmentation des cotisations sociales, salariales. Et pourquoi tout le monde ne partagerait pas un peu pour le patronat ? Ça n'existe pas le patronat. Ça n'existe pas le patronat. Ce qui existe, c'est le coût du travail. Et le coût du travail, on l'a vu et on l'a établi depuis très longtemps. Non seulement il est désincitatif au travail, mais il nous met en péril par rapport à nos partenaires européens. Il ne vous a pas échappé, je ne vais pas vous rappeler à vous ce qu'est le déficit de la balance courante française, mais la dégradation des parts de marché de la France dans les exportations de la zone euro. Ça veut dire que la politique économique... Ça veut dire que la politique économique de l'offre et de soutien d'entreprise menée depuis 2017 n'est pas suffisante. N'est pas suffisante. C'est pas qu'il faut la démanteler, c'est qu'elle n'est pas suffisante. Puisque ce que je vous ai dit, c'est que malgré tout ce qui a été fait, on continue à avoir le taux de taxation du capital le plus élevé, on continue à avoir le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé, on continue à avoir la dette publique qui continue à accélérer, on continue à avoir des déficits. Mais il n'y a plus de moyens pour baisser les impôts. Voilà. Il n'y a pas de moyen pour baisser les impôts, je suis bien d'accord avec vous. C'est pour ça que l'axe majeur qui a été fixé par Macron, qui a dit il faut travailler plus, il a tout à fait raison, il faut travailler plus. Bon, pour travailler plus, il faut prendre éventuellement sa voiture, encore qu'on peut aussi prendre les transports en commun. Pose la question du carburant, on va pas rester 3 heures là-dessus, mais je voulais quand même vous en parler. Il manque du carburant dans 6% des stations-service en France. Est-ce qu'on se dirige ou pas vers une pénurie de carburant, comme à l'automne dernier, qui a quand même laissé... Alors j'ai entendu dire, pas plus tard que ce matin, que 6%, c'était à peine plus que la normale. Il paraît qu'on est en permanence à 4 ou 5% de stations-service qui n'ont pas un approvisionnement complet. Pour l'instant, il y a des blocages de dépôts, il y a des... Il y a tout le temps des problèmes de flux, de logistique, etc. Et il paraît que la situation actuelle n'est pas fondamentalement normale. Donc ça veut dire que s'il doit y avoir une action sur l'essence, elle est à venir. C'est-à-dire qu'il y aura probablement, si le mouvement se durcit, il y aura plus d'arrêts de raffineries, il y aura plus de difficultés logistiques et il y aura plus de stations qui seront en manque. On s'inquiète ou pas ? C'est le mouvement social, c'est-à-dire on est dans un pays où le mouvement social monte rapidement aux extrêmes parce qu'il est conçu comme une espèce de combat à mort entre les syndicats et l'État. Et dans ce combat à mort, je crois que le dernier mot doit rester à la démocratie. Et la démocratie, c'est la démocratie représentative. Et la démocratie représentative, c'est les choix du Parlement. Après, on rappelle comme qu'en économie, le côté prophétie autoréalisatrice, évidemment, on fait parfois tous des pleins de précautions pour sa voiture ou sa moto, et c'est ça qui provoque aussi la pénurie, parce qu'on on se dit, voilà, j'ai pas envie de me retrouver sans essence, et on provoque en fait comme ça la pénurie. Oui, et puis en plus, les Français ont été soumis à
à une vraie gégène au cours des dernières années. Songez d'abord au mouvement des Gilets jaunes, qui a perturbé fondamentalement l'activité, notamment les samedis, et on voit maintenant l'impact sur les commerces. Et puis après, il y a eu les différents autres mouvements sociaux, puis après il y a eu ce qu'il y a eu en rapport avec le Covid, et puis maintenant ce qui a lieu avec la crise en Ukraine. Le corps social français est soumis à rude épreuve permanente, là. Bon, donc le 16 mars, ça sera voté selon vous Oui, je pense que le texte va passer. Avec ou sans 49.3, vous dites quoi? Ça, je n'en sais rien, et pour moi, c'est pas important, encore une fois. Oui, vous mettez sur un même pied d'égalité. Je mets sur un même pied, la légitimité démocratique est la même. Si on pense que ce gouvernement a failli, il faut le faire tomber et provoquer des élections anticipées. Et ce n'est pas votre souhait? Ah non, pas du tout, mais je suis démocrate, je constaterai. S'il y a une conjonction des votes au Parlement entre, je ne sais pas, les LR, la France Insoumise, qu'on ne voit pas jusqu'à présent, qui n'arrive pas à voter une motion de censure commune, et si le gouvernement tombe, à ce moment-là, la balle revient dans les mains d'Emmanuel Macron, qui peut soit nommer un nouveau gouvernement et chercher à former une nouvelle majorité, soit dissoudre et appeler les Français à trancher la question. On n'en est pas encore là. Mais la solution n'est pas comme je l'entends tous les jours, par exemple le référendum. Qu'est-ce que ça veut dire, ces idées de référendum? On demande aux Français, êtes-vous pour ou contre le fait de travailler plus pour gagner autant? Qu'est-ce que ça veut dire? On se doute de la réponse, d'ailleurs. Non, mais c'est pas ça. Le vrai référendum, c'est préférez-vous travailler plus et gagner moins? Préférez-vous qu'on taxe travailler plus pour gagner moins, ça ne donne pas envie, ça. Ah ben non, oui, mais c'est ça qui est... Quand vous êtes en situation de contrainte, quand vous êtes en situation de déséquilibre, vous avez 4 paramètres. Tout ça avait été écrit dans le livre blanc sur les retraites de Michel Rocard. Vous avez 4 paramètres. Vous ne pouvez pas sortir des 4 paramètres. C'est les pensions, les cotisations. Les pensions, les cotisations, la durée de cotisation et la borne de l'âge de retraite. Voilà. Vous savez, ces 4 armes. On peut dire aux syndicats, négocions pour trouver la meilleure combinaison. Puisque vous êtes d'accord pour estimer qu'il y a un déficit, trouvons la bonne combinaison. On s'y est mal pris. Sans doute. Avec le résultat, on est sûr qu'on s'est mal pris. Bon, merci beaucoup. Merci de passer nous voir. Entretien donc avec Élie Cohen, économiste et directeur de recherche au CNRS, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci.